parlez français? D'accord? Normalement, si vous êtes venu à un spectacle en français, vous devriez comprendre en français aussi. N'est-ce pas? Voilà. Donc, ce soir, vous allez voir, vous allez écouter et voir la lecture, je parle lentement, ça va? La lecture théâtralisée, voilà. La lecture théâtralisée, Blaise Cendrars, la vie, non, poète, Bourlingueux, la légende bourlingueuse, il rit, nos amis, parce que je présente mal peut-être le poète, bon, mais notre manifestation, notre soirée, notre spectacle, ce soir, est organisé dans le cadre de la francophonie, la journée de la francophonie. Savez-vous que c'est ce soir, c'est aujourd'hui, nous sommes le 20 mars, c'est ça, c'est aujourd'hui, c'est la journée de la francophonie, la journée internationale, et l'Alliance française de Lugansk remercie tout le monde, remercie les professeurs de français, de l'Université nationale Taras Shevchenko, les étudiants et les professeurs de l'Université Est-Ukraine Volodymyr Dal, les élèves de l'école 42, les élèves de la gymnasia, comment? Lycée. Quel lycée? Les lycées. Linguistique. Non, lycée linguistique, mais aussi, votre lycée c'est quoi? Lycée régional. Lycée régional. Voilà, donc si j'ai oublié quelqu'un, donc veuillez me pardonner. Et ce soir, alors vous avez le plaisir d'écouter, de voir cette lecture théâtralisée qui est représentée par les deux acteurs français. Le premier acteur français que je présente, c'est Eric Sénat, qui était déjà venu il y a 4 ans ici à Lugansk avec un autre spectacle. Et le deuxième acteur qui va lire aussi cette manifestation théâtralisée, c'est Nicolas Santi. Bon, alors, n'oubliez pas d'éteindre au téléphone portable. N'oubliez pas d'éteindre au téléphone portable. Aussi, ne sortez pas, s'il vous plaît, pendant le spectacle, qui va durer 1 heure, ce spectacle. Et après le spectacle, justement, si vous voulez, vous pouvez partir tout de suite, mais si vous voulez rester pour parler avec les acteurs, vous soyez les bienvenus. Et bon, après le spectacle, on parlera 1 demi-heure, justement, avec vous. Les acteurs parleront avec vous 1 demi-heure. Voilà, donc j'invite à cette scène Nicolas Santi. Dire que des gens voyagent avec des tas de bagages. Moi, je n'ai emporté que ma malle de cabine et déjà je trouve que c'est trop, que j'ai trop de choses. Voici ce que ma malle contient. Le manuscrit de Moravagine que je dois terminer à bord et mettre à la poste à Santos pour l'expédier à Grasset. Le manuscrit du plan de l'aiguille que je dois terminer le plus tôt possible pour l'expédier au sang pareil. Le manuscrit d'un ballet pour la prochaine saison des ballets suédois et que j'ai fait à bord entre Le Havre et la Palisse, d'où je l'ai envoyé à Eric Satie. Le manuscrit du cœur du monde que j'enverrai au fur et à mesure à Raymond. Le manuscrit de l'Équatoria, un gros paquet de contes nègres qui formera le 2e volume de mon anthologie. Plusieurs dossiers d'affaires, ma Remington portable, dernier modèle, un paquet contenant des petites choses que je dois remettre à une femme à Rio. Mes babouches de Tombouctou qui portent les marques de la grande caravane, 2 paires de godasses mirifiques, 1 paire de vernis, 2 complets, 2 par-dessus, mon gros chandail du Mont Blanc, de menus objets pour la toilette, une cravate, 6 douzaines de mouchoirs, 3 liquettes, 6 pyjamas, des kilos de papier blanc, des kilos
de papier blanc et un gris-gris. Ma malle pèse 57 kilos, sans mon galurin gris. Jamais une bombe allemande ne te fera dégringoler. Vieille maison de Paris, où fut écrit le roman de la rose. Une plaque est au premier étage. Moi, je regarde au quatrième, une fenêtre éclairée. Je ne sais pas qui habite aujourd'hui la chambre où je suis né. Une plaque au premier étage dit que c'est bien là que Jean Demain écrivit le roman de la rose, dans une vieille maison de Paris. C'est par une nuit semblable, pleine d'étoiles, de bouches, d'yeux, de saccades et de suctions que je suis venu au monde le 1er septembre 1887. C'est par une nuit semblable qu'un sang brûla mon ciel, qu'un sol sourit sous moi, ô pesanteur, et que je suis venu au monde le 1er septembre 1887. J'étais plein de morve et de liquide saumâtre. Des nageoires de chair se détachaient de mes talons quand je suis venu au monde, le 1er septembre 1887. Je gigotais, je suais du blanc, j'étais plein de tressaillements, je donnais un coup de rein quand je suis venu au monde, le 1er septembre 1887. Et tout à coup, le lien qui me retenait encore cassa net, je faillis étouffer, je luttais, des battements d'ouïe plein la tête, le froid m'envahissait, et je crachais du feu plein la bouche quand je suis venu au monde, le 1er septembre 1887. Mon premier cri, il enfonça mon tympan, et le feu que je venais de lâcher me coula par les oreilles, droit au cœur. J'entendis, pour la première fois, comme un borborigme géant, parole confuse pour celui qui vient au monde. Comme il en faut du temps pour devenir Sandra, cela ne se fait pas en une saison. Surtout quand le hasard vous fait naître dans le paysage aseptisé de la Chaux-de-Fonds, canton de Neuchâtel, au 27 rue de la Paix, à l'aube du 1er septembre 1887, très exactement. Pas à Paris, au cœur de l'Helvétie. Mais rassurez-vous, la précision du poète ne fut jamais horlogère. De cette Suisse originelle, mélange d'images de chocolat, de culottes de peau, de banques muettes, de produits pharmaceutiques et de conformisme dans les grandes largeurs, l'enfant gardera une indifférence impatiente, parfois flanquée d'une rancunière exaspération. Une famille bourgeoise, caricaturale, mais bernoise mais francophone, où la mère, d'ascendance écossaise, se révèle rêveuse et éthérée, où le père, helvète, inventeur fantaisiste, ne tient pas en place. La Smala va tenter fortune à Héliopolis, en Égypte. Puis, le géniteur de Freddy veut s'imposer comme importateur de bière à Naples. Échec sur échec. Fiasco sur fiasco. Le petit Sauser, c'est son véritable pédigré de naissance, apprend les coulisses de la faillite en voyageant au fond des valises parentales. La bougeotte s'inscrit doucement dans ses gènes. Il fait le tour de la Sicile à dos d'âne. Il ressent déjà que son passage terrestre sera consacré en grande partie à affoler les fuseaux horaires. Le voici bientôt expédié dans un pensionnat en Allemagne, d'où il ne tarde pas à s'échapper. Une sourde détestation pour le germain, le teuton, le dorifort et en général pour tout ce qui porte casque à pointe commence à germer en lui. Il fréquente la Untere Realschule de Bâle, puis l'école de commerce de Neuchâtel. Mais sa fibre mercantile se révèle désastreuse. Au vu de ses mauvais résultats scolaires,
il est envoyé en apprentissage à Moscou et à Saint-Pétersbourg, alors en pleine effervescence révolutionnaire. Il travaille brièvement chez un horloger du nom de Louba, mais le galopin ne cesse de fuguer vers une nouvelle vie, de faire des brouillons aventureux de sa future condition de troubadour épique. Partir! Partir! À l'âge où l'on lit habituellement Jules Verne, le petit Souther devient à la fois Michel Strogoff et le capitaine Nemo. Pourtant, pas dupe des limites de son cheminement d'explorateur en viager, je voyage, j'écris, mais je ne suis pas un homme de lettres en voyage. Le vertige du monde contemporain l'aimante sans cesse. Il tourne dans les méridiens comme un hamster dans son panier à salade, en un vertigineux mouvement giratoire. Il déborde de son siècle. La légende rapporte que le futur Blaise partit vers les steppes de l'Est en compagnie d'un certain Rovogin, rencontré à Munich. Un curieux personnage que ce juif de Varsovie, prospecteur de bijoux anciens, vendeur de pacotilles, marchand de perles et de diamants. Avec lui, pendant 3 ans, il va sillonner une première fois la peau du monde, de Novgorod à Bombay, en passant par l'Harmonie, la Perse et la Chine. Il emprunte allègrement et sans billet, sans le sou, le transsibérien, jusqu'à Karbin. Du moins, c'est ce qu'il affirme. Rien n'est sûr. Le larron aime à brouiller les pistes. Une légende bourlingueuse se met en place au gré de ses humeurs et de ses pieux mensonges. Alors, la présentation du texte de la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France. Paru il y a un siècle tout juste. La prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France peut être considérée comme le poème fondateur de la nouvelle poésie française. 1913, par son extraordinaire floraison artistique, est l'année de la modernité par excellence. Par exemple, Alcool d'Apollinaire, Du côté de chez Swann de Proust, Le Grand Maulne d'Alain Fournier voit le jour, et aussi Le Sacre du Printemps de Stravinsky, etc. Le texte se présente sous forme d'un tract de 1,80 m de long, replié 10 fois, là un peu plus d'ailleurs, 10 fois en accordéon. Des peintures de Sonia Delaunay accompagnent ces 445 vers dans les marges. 3 mots président à ce poème pionnier: simultanéisme, urgence et fragmentation. Rythme intérieur de la pensée de l'auteur et cadence du train se chevauchent avec des techniques cinématographiques, une mélopée jazzy, une utilisation de divers polices de caractères différents. L'urgence, la vitesse, le vertige emportent le lecteur, sans aucun signe de ponctuation. Les blancs du texte jouent à tour de rôle le rôle d'aiguillage, de frein, d'accélérateur. Le vers est brisé, inégal. L'œil du spectateur est désorienté par rapport à la vision classique du poème. Je vous propose d'écouter Blaise Cendrars lui-même dire le début de la prose du Transsibérien. Vous allez voir, c'est quelque chose. En ce temps-là, j'étais en mon adolescence. J'avais à peine 16 ans et je me souvenais déjà plus de mon enfance. J'étais à 16 000 lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou, dans la ville des 1003 clochers et des 7 gares. Et je devais passer des 7 gares et des 1003 tours, car mon adolescence était alors si ardente et si folle que mon cœur, tour à tour, brûlait comme le temple d'Éphèse ou comme la place rouge de Moscou quand le soleil se couche. Et mes yeux éclairaient les voies anciennes, et j'étais déjà si mauvais poète que je ne savais pas aller jusqu'au bout. Voilà. Alors, on peut reconnaître l'accent un peu traînant de la Suisse natale, un truc comme ça, et en même temps c'est très bizarre parce qu'il a un petit accent canadien comme ça derrière, on ne sait pas trop d'où il vient en fait cet homme.
Rogojin, on parlait de Rogojin avec qui il est parti dans les steppes de Russie. Rogojin fut le premier détonateur de la vie de Sandrard. Celui par qui le vagabondage arrive. Dès lors, Sandrard ne connaîtra plus de répit, plus de bivouac. La map monde le magnétise. Départ, pérégrination, vagabondage, séjour mouvementé, retour douloureux, remords, expérience jamais définitive, jamais satisfaisante, une vie à vif, où la bougeotte l'emportera toujours sur la vie sédentaire du pupitre. Nous sommes en avril 1912, juste avant la publication de La prose du Transsibérien. Sandrard erre toute une nuit dans les rues de New York, misérable piéton dans une ville hostile, démesurée, où l'amitié provisoire est fondée sur la seule réussite sociale. Et pour se réchauffer, il entre dans une église. C'est Pâques. On y joue la création de Haydn. Une musique de solennelle tristesse à vous ratatiner la chair et tous les ligaments. À Neuchâtel, le jeune Sauser jouait déjà de l'orgue et du piano. Il est en émotion connue. Dehors, il neige. Un poncho de frissons tombe sur ses épaules. Il s'agenouille. Un de ses poèmes emblématiques est en marche. Il sera tracé en une seule nuit. La manière sera d'emblée spacieuse, généreuse. L'auteur manifeste de la vigueur et de l'envergure. C'est un poète de grand large qui éclot. Les Pâques deviendront par la suite les Pâques à New York. Mais le bourlingueur ne tient pas en place, il s'agace, il est déjà sous notre cieux, fébrile, rageur, haveur, toujours cette colonie de fourmis rouges sous les aisselles. Foutez mon enfance par terre, ma famille et mes habitudes. Mettez une gare à la place ou laissez un terrain vague qui dégage mon origine. Un grand poème de Blaise Sandrard sur l'enfance, la guerre au Luxembourg. Une, deux, et tout ira bien. Il chantait. Un blessé battait la mesure avec sa béquille. Sous le bandeau, son œil. Le sourire du Luxembourg et les fumées des usines de munitions au-dessus des frondaisons d'or. Pas l'automne, fin d'été. On ne peut rien oublier. Il n'y a que les petits-enfants qui jouent à la guerre. La Somme, Verdun, oh, mon grand frère est aux Dardanelles. Comme c'est beau, un fusil, cri, voix flûtée, cri, les mains se tendent. Je ressemble à papa. On a aussi des canons. Une fillette fait le cycliste. Un dada caracole. Dans le bassin, les flottilles s'entrecroisent. Le méridien de Paris est dans le jet d'eau. On part à l'assaut du garde, qui seul a un sabre authentique, et on le tue à force de rire. Sur les palmiers encaissés, le soleil pend. Médaille militaire. On applaudit le dirigeable qui passe du côté de la tour Eiffel. Puis on relève les morts. Tout le monde veut en être, ou tout au moins blessé. Coupe, coupe, coupe le bras, coupe la tête. On donne tout. Croix rouge, les infirmières ont 6 ans. Leur cœur est plein d'émotions. On enlève les yeux aux poupées pour réparer les aveugles. Oh, j'y vois, j'y vois. Ceux qui faisaient les boches sont maintenant brancardiers. Et ceux qui faisaient les morts ressuscitent pour assister à la merveilleuse opération. À présent, on consulte les journaux illustrés, les photographies. On se souvient de ce que l'on a vu au cinéma. Ça devient plus sérieux. On crie et l'on cogne mieux que Guignol. Et au plus fort de la mêlée, chaud, chaude. Tout le monde se sauve pour aller manger les gaufres. Elles sont prêtes. Il est 5 heures, les grilles se ferment. On rentre. Il fait soir. On attend le zeppelin qui ne vient pas. Las,
les yeux aux fusées des étoiles, tandis que les bonnes vous tirent par la main et que les mamans trébuchent sur les grandes automobiles d'ombre. Le lendemain, ou un autre jour, il y a une tranchée dans le tas de sable, il y a un petit bois dans le tas de sable, des villes, une maison, tout le pays et peut-être bien la mer. L'artillerie improvisée tourne autour des barbelés imaginaires, un cerf-volant rapide comme un avion de chasse. Les arbres se dégonflent et les feuilles tombent par-dessus bord et tournent en parachute. Les trois veines du drapeau se gonflent à chaque coup de l'obusier du vent. Tu ne seras pas emporté, petite arche de sable. Enfant prodige, plus que les ingénieurs, on joue en riant aux gaz asphyxiants, aux tanks, aux sous-marins devant New York qui ne peut pas passer. Je suis australien, tu es nègre. Il se lave pour faire la vie des soldats anglais en Belgique. Casquette russe, une légion d'honneur en chocolat vaut 3 boutons d'uniforme. Oh, voilà le général qui passe. Une petite fille dit « J'aime beaucoup ma nouvelle maman américaine. » Et un petit garçon « Non, pas Jules Verne. » Mais achète encore le beau communiqué du dimanche. À Paris, le jour de la victoire, quand les soldats reviendront, tout le monde voudra les voir. Le soleil ouvrira de bonne heure comme un marchand de nougat un jour de fête. Il fera printemps au bois de Boulogne du côté de Meudon. Toutes les automobiles seront parfumées et les pauvres chevaux mangeront des fleurs. Aux fenêtres, les petites orphelines de la guerre auront toutes de belles robes patriotiques. Sur les marronniers des boulevards, les photographes à califourchon braqueront leur œil à des clics. On fera cercle autour de l'opérateur de cinéma qui, mieux qu'un mangeur de serpents, engloutira le cortège historique. Dans l'après-midi, les blessés accrocheront leurs médailles à l'arc de triomphe et rentreront à la maison sans boiter. Puis le soir, la place de l'Étoile montera au ciel. Le dôme des Invalides chantera sur Paris comme une immense cloche d'or. Et les 1000 voix des journaux acclameront la Marseillaise, femme de France. La guerre, celle que les historiens appellent la Grande, éclate comme un bourgeon trop mûr. Blaise Cendrars, Suisse d'origine, donc neutre, est versé comme simple soldat au 2e régiment de marche, la célèbre division du Maroc dans la Légion étrangère. Départ pour le front. Frise, Herbécourt, Carency, Souchet, le bois de la Vache, la crête de Vigny et enfin cette lugubre ferme de Navarin, au cœur de la steppe de la Champagne pouilleuse. Des flocons de neige restent en suspension dans l'air, le sol est gelé toute l'année. Des buses surveillent la plaine du haut d'un piquet. De ce décor d'apocalypse, Guillaume Apollinaire écrira « Les arbres, si rares, sont des morts restés debout ». D'après les estimations militaires, la grande offensive de Champagne, déclenchée à l'initiative du maréchal Joffre, aurait coûté la vie à 150 000 soldats. Alors qu'il n'est que simple première classe, le soldat Sauser possède déjà un tel ascendant sur ses compagnons d'infortune qu'il se retrouve tout naturellement à la tête d'un groupe menant des actions isolées, quelquefois tragicomiques, en marge des opérations officielles. Ainsi, la nuit de Noël 1914, Blaise Cendrars et ses hommes s'introduisent dans les lignes allemandes et introduisent un gramophone piégé. Ce dernier se déclenche à minuit et joue la Marseillaise, attirant moult soldats ennemis
curieux de cette sérénade impromptue, puis explose en faisant quantité de victimes. Son unité se voit affectée à un secteur du front réputé calme, Tillolois. Petite image de Tillolois. Les soldats campent dans le parc du château et le poète garde de cette période le souvenir d'une insipide robinsonnade sans objet. C'est à Tillolois que le poète est témoin d'un fait pour le moins étrange et pénétrant. Près des positions de son régiment, un bras humain, encore agité de spasmes, tombe littéralement des cieux par une après-midi parfaitement calme où pas un coup de feu, pas un coup de canon n'est donné. Les gradés de l'escouade téléphonent dans tout le secteur et jusque dans les ambulances, mais on ne signale aucun mort ou blessé ce jour-là. Le mystère ne sera jamais éclairci. Cet incident prémonitoire inspirera au poète le titre d'un de ses livres fétiches, La main coupée. Je vous lis la légende. Et le métier d'homme de guerre est une chose abominable et pleine de cicatrices, comme la poésie. Nous nous entassons dans les parallèles de départ, fous, creux, hagards, mouillés, éreintés, évanés. Longues heures d'attente, on grelotte sous les obus, longues heures de pluie, petit froid, petit gris. Enfin, l'aube en chair de poule. Campagne dévastée, herbes gelées, terre morte, cailloux souffreteux, barbelés, crucifères. L'attente s'éternise. Nous sommes sous la voûte des obus. On entend les gros pépères entrer en gare. Il y a des locomotives dans l'air, des trains invisibles, des télescopages, des tamponnements. On compte le coup double des Rimaillos, l'ahânement du 240, la grosse caisse du 120 long, la toupie ronflante du 155, le miaulement fou du 75. Une arche s'ouvre sur nos têtes en sorte des couples mâles, femelles, grincements, chuintements, ululements, hennissements. Cela tous crache, barille, hurle, crie et se lamente. Chimère d'acier et mastodonte en rut, bouche apocalyptique, poche ouverte, d'où plongent des mots inarticulés, énormes comme des baleines saoules. Cela s'enchaîne, forme des phrases, prend une signification, redouble d'intensité, cela se précise. On perçoit un rythme ternaire particulier, une cadence propre comme un accent humain. À la longue, ce bruit terrifiant ne fait pas plus d'effet que le bruit d'une fontaine. On pense à un jet d'eau cosmique, tant il est régulier, ordonné, continu, mathématique, musique des sphères, respiration du monde. Sifflet d'argent, le colonel s'élance, les bras ouverts, c'est leur hache. On part à l'attaque, la cigarette aux lèvres. Aussitôt, les mitrailleuses allemandes tic-tac, les moulins à café tournent, les balles crépitent. On avance en levant l'épaule gauche, l'omoplate tordu sur le visage, tout le corps désossé pour arriver à se faire un bouclier de soi-même. On a de la fièvre plein les tempes et de l'angoisse partout. On est crispé, mais on marche quand même, bien aligné et avec calme. Oh, il n'y a plus de chef galonné, on suit instinctivement celui qui a toujours montré le plus de sang-froid, souvent un obscur homme de troupe. Il n'y a plus de bluff. Oh, il y a bien encore quelques braillards qui se font tuer en criant « Vive la France !» ou « C'est pour ma femme !» Généralement, c'est le plus taciturne qui commande et qui est en tête, suivi de quelques hystériques. Voilà le groupe qui stimule les autres. Le fanfaron se fait petit, l'âne braie, le lâche se cache, le faible tombe sur les genoux, le voleur vous abandonne. Il y en a qui escomptent déjà quelques porte-monnaies, le foussard se carapate dans un trou, il y en a qui font le mort. Et il y a toute la bande des pauvres bougres qui se font bravement tuer sans savoir ni comment, ni pourquoi. Et il en tombe. Maintenant, les grenades éclatent comme dans une fumée profonde. On est entouré de flammes et de fumée. Et c'est une peur insensée qui vous culbute dans la tranchée allemande. Après un vague brouhaha, on se reconnaît, on organise la position conquise.
On est tout à coup là, parmi les morts et les blessés. Pas de répit. En avant! En avant! On ne sait pas d'où vient l'ordre et l'on repart en abandonnant le sac. Maintenant, on marche dans de l'herbe haute. On voit des canons démolis, des fougasses renversées, des obus semés dans les champs. Des mitrailleuses vous tirent dans le dos. Il y a des Allemands partout. Il faut traverser des feux de barrage, de gros noirs autrichiens qui écrabouillent une section entière. Des membres volent en l'air. J'en reçois du sang plein le visage. On entend des cris déchirants. On saute les tranchées abandonnées. On voit des grappes de cadavres, ignobles comme les paquets des chiffonniers. Des trous d'obus remplis jusqu'au bord, comme des poubelles, des terrines pleines de choses sans nom, du jus, de la viande, des vêtements et de la fiente. Puis, dans les coins, derrière les buissons, dans un chemin creux, il y a les morts, ridicules, figés comme des momies qui font leur petit Pompéi. Les avions volent si bas qu'ils vous font baisser la tête. Il y a là-bas un village à enlever. C'est un gros morceau. Le renfort arrive, le bombardement reprend, torpillette à ailette, crapouillot, une demi-heure, et nous nous élançons. Nous arrivons à 26 sur la position, prestigieux décor de maisons croulantes et de barricades éventrées. Il faut nettoyer ça. Je revendique alors l'honneur de toucher un couteau à cran. On en distribue une dizaine et quelques grosses bombes à la mélinite. Me voici le stache à la main. C'est à ça qu'aboutit toute cette immense machine de guerre. Des femmes se crèvent dans les usines. Un peuple d'ouvriers trime à outrance au fond des mines. Des savants, des inventeurs s'ingénient. La merveilleuse activité humaine est prise à tribut. La richesse d'un siècle de travail intensif, l'expérience de plusieurs civilisations. Sur toute la surface de la Terre, on ne travaille que pour moi. Les minerais viennent du Chili, les conserves d'Australie, les cuirs d'Afrique. L'Amérique nous envoie des machines-outils, la Chine de la main-d'œuvre. Le cheval de la roulante est né dans les pampas de l'Argentine. Je fume un tabac arabe. J'ai dans ma musette du chocolat de Batavia. Des mains d'hommes et des mains de femmes ont fabriqué tout ce que je porte sur moi. Toutes les races, tous les climats, toutes les croyances y ont collaboré. Les plus anciennes traditions et les procédés les plus modernes. On a bouleversé les entrailles du globe et les mœurs. On a exploité des régions encore vierges et appris un métier inexorable à des êtres inoffensifs. Des pays entiers ont été transformés en un seul jour. L'eau, l'air, le feu, l'électricité, la radiographie, l'acoustique, la balistique, les mathématiques, la métallurgie, la mode, les arts, les superstitions, la lampe, les voyages, la table, la famille, l'histoire universelle sont cet uniforme que je porte. Des paquebots franchissent les océans, les sous-marins plongent, les trains roulent, des files de camions trépident, des usines explosent, la foule des grandes villes se rue au ciné et s'arrache les journaux. Au fond des campagnes, les paysans sèment et récoltent, des âmes prient, des chirurgiens opèrent, des financiers s'enrichissent, des marraines écrivent des lettres. 1000 millions d'individus m'ont consacré toute leur activité d'un jour, leur force, leur talent, leur science, leur intelligence, leurs habitudes, leurs sentiments, leur cœur. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai le couteau à la main. Me voici les nerfs tendus, les muscles bandés, prêts à bondir dans la réalité. J'ai bravé la torpille, le canon, les mines, le feu, les gaz, les mitrailleuses, toute la machinerie anonyme, démoniaque, systématique, aveugle. Je vais braver l'homme, mon semblable, un singe, œil pour œil, dent pour dent, à nous deux maintenant, à coups de poing, à coups de couteau, sans merci. Je saute sur mon antagoniste, je lui porte un coup terrible, la tête est presque décollée. J'ai tué le Boche, j'étais plus vif, plus rapide que lui, plus direct. J'ai frappé le premier. J'ai le sens de la réalité. Moi, poète,
comme celui qui veut vivre. Le 28 septembre 1915, une balle de mitrailleuse déchiquette la main droite de Blaise. Celle qui crée, celle qui consigne, celle qui écrit. Rapatriement immédiat sur les lignes arrières en urgence à l'hôpital Lacanal de Bourg-la-Reine. On fera boire des raz-de-marée de cognac à l'estropié afin de lui éviter le coma. Brinque-ballé, mal soigné, opéré, réopéré, il subit l'amputation de l'avant-bras au-dessus du coude en février 1916. Rien ne sera désormais comme avant. Ces nuits d'horreur sous la mitraille Boche le hantent. Il écrit « Mon bras coupé me faisait si mal que je me mordais la langue pour ne pas gueuler. Et de temps en temps, de longs frissons me secouaient car j'avais froid sous la pluie, ainsi, tout nu, allongé sur mon étroit brancard, immobile, ankylosé, ne pouvant faire un mouvement, gêné que j'étais, comme une accouchée par son nouveau-né, par l'énorme pansement, gros comme un poupon, qui se serrait contre mon flanc, cette chose étrangère que je ne pouvais déplacer sans remuer un univers de douleur, ni prendre dans ma main valide sans voir ce gros tampon blanc s'imbiber de rouge, ressentir une brûlure atroce et me rendre compte que ma vie s'échappait, s'en allait, goutte à goutte, sans que je puisse rien pour la retenir. L'apprentissage de l'homme gauche débute. Sandra a 30 ans. Ce ciel de Paris est plus pur qu'un ciel d'hiver, lucide de froid. Jamais je ne vis de nuit plus sidérale et plus touffue que ce printemps, où les arbres des boulevards sont comme les ombres du ciel, frondaisons dans les rivières mêlées aux oreilles d'éléphants, feuilles de platane, lourds marronniers. Un nénuphar sur la Seine, c'est la lune au fil de l'eau. La voie lactée dans le ciel se pâme sur Paris et l'étreint. Folle et nue et renversée, sa bouche suce Notre-Dame. La grande ours et la petite ours grognent autour de Saint-Méry. Ma main coupée brille au ciel dans la constellation d'Orion. Dans cette lumière, froide et crue, tremblotante plus qu'irréelle, Paris est comme l'image refroidie d'une plante qui réapparaît dans sa cendre. Triste simulacre. Tirés au cordeau et sans âge, les maisons et les rues ne sont que pierre et fer, en tas dans un désert invraisemblable. Babylone et la Thébaïde ne sont pas plus mortes cette nuit que la ville morte de Paris. Bleue et verte, encre et goudron, ces arêtes blanchies aux étoiles. Pas un bruit, pas un passant. C'est le lourd silence de guerre. Mon œil va des pissotières à l'œil violet des réverbères. C'est le seul espace éclairé où traînait mon inquiétude. C'est ainsi que tous les soirs, je traverse tout Paris à pied, des Batignolles au quartier latin, comme je traverserai les Andes, sous les feux de nouvelles étoiles, plus grandes et plus consternantes. La croix du Sud, plus prodigieuse à chaque pas que l'on fait vers elle, émergeant de l'ancien monde sur son nouveau continent. Je suis l'homme qui n'a plus de passé. Seul mon moignon me fait mal. J'ai loué une chambre d'hôtel pour être bien seul avec moi-même.
J'ai un panier d'osier tout neuf qui s'emplit de mes manuscrits. Je n'ai ni livre, ni tableau, aucun bibelot esthétique. Un journal traîne sur ma table. Je travaille dans ma chambre nue, derrière une glace dépolie, pieds nus sur du carrelage rouge, et jouant avec des ballons et une petite trompette d'enfant. Je travaille à la fin du monde. L'Europe lasse ses concitoyens. Les coutures du vieux continent craquent de partout. L'ancien monde se voûte. L'Europe sent le moisi. Vite, partons! Quand tu aimes, il faut partir. Quitte ta femme, quitte ton enfant, quitte ton ami, quitte ton amie, quitte ton amante, quitte ton amant. Quand tu aimes, il faut partir. Le monde est plein de nègres et de négresses, des femmes, des hommes, des femmes. Regarde les beaux magasins, ce fiacre, cet homme, cette femme, ce fiacre, et toutes les belles marchandises. Il y a l'air, il y a le vent, les montagnes, l'eau, le ciel, la terre, les enfants, les animaux, les plantes et le charbon de terre. Apprends à vendre, à acheter, à revendre. Donne, prends, donne, prends, donne, prends. Quand tu aimes, il faut savoir chanter, courir, manger, boire, siffler et apprendre à travailler. Quand tu aimes, il faut partir. Ne larmoie pas en souriant. Ne te niche pas entre deux seins. Respire, marche, pars, va-t'en. Je prends mon bain et je regarde. Je vois la bouche que je connais, la main, la jambe, l'œil. Je prends mon bain et je regarde. Le monde entier est toujours là. La vie pleine de choses surprenantes. Je sors de la pharmacie, je descends juste de la bascule, je pèse mes 80 kilos. Je t'aime. Quel gouffre entre l'apparence physique de l'auteur, sa mine vaguement patibulaire de maraudeur à Stackwell, à l'expression gouailleuse, brute de fonderie, et son écriture, si pure, si limpide, si tendue, et si intense d'émotions charmeuses. Il porte des chemises à l'américaine, des cravates à l'épatte. Il est aussi superstitieux qu'un bachibouzouk, qu'un bororo ou un pygmée. Il sait fraterniser avec n'importe quel peuple de la map-monde, communier avec n'importe quel être humain, du civilisé le plus subtil comme Éric Sénat, au plus obtus des sauvages, citoyen du monde jusqu'au bout de ses phalanges évanouies. Dans le coffre de son bolide, un point alpha dont il est le Roméo, le poète allumé trimballe 10 caisses de livres immensément lourdes. L'automobile, répondant docilement aux moindres sollicitations des commandes, devient un être vivant, dont l'existence n'est pas séparable de celle de son pilote. Elle est comme le prolongement mécanique de ses membres et de ses muscles, obéissant aussi parfaitement qu'eux à sa volonté. Il y a beaucoup de ressemblances entre l'Alfa Romeo de Blaise et la locomotive, la Lison, dans la bête humaine de Zola. Pied toujours écrasé sur le champignon, il ne connaîtra pas d'autre allure. Les rares privilégiés qui partagent sa conduite ferment les yeux pour ne pas le voir, sans ralentir, allumer une cigarette de son unique main pendant qu'il immobilise le volant avec ce qui lui reste de bras droit. Le poète a toujours adoré s'entourer de machines. Sa fidèle Remington, déjà nommée, dans sa housse, des machines à sous, des automates, des pianos mécaniques, des dictaphones, mais aussi des klaxons italiens, des lampes de chirurgien, des rampes au néon et la trompette du chef de gare. Dans le cockpit de son Alfa Romeo unique,
on comptoie un petit fourbi de première nécessité. Jamais de femme à bord, mais une gamme d'alcool fort, un petit réfrigérateur bien garni en cas de bonne rencontre, et un colt en cas de mauvaise, logé dans son étui crosse en bois et qui s'adapte en un tourne-main et permet d'épauler comme une carabine. Un hamac en plume, des cigares, des livres donc, un gramophone, des disques vierges, j'ai enregistré une tonne d'essence en réserve, une gamme de Kodak, petits et grands. Le poète n'emporte pas sa coquille sur le dos, mais il pilote cet invraisemblable capharnaüm itinérant qui lui permet de se retrouver immédiatement chez lui, aux quatre coins de la planète. Conseil à un jeune poète par Blaise Cendrars. Ne croupissez pas dans votre province. Faites de l'argent. Ne jouez pas au maître. Voyagez. Soyez optimistes. Évitez de devenir des fonctionnaires de la plume. Restez près de la vie. Le Portugais Pedro Alvarez Cabral s'était embarqué à Lisbonne en l'année 1500 pour se rendre dans les Indes orientales. Des vents contraires le portèrent vers l'ouest et le Brésil fut découvert. La côte du Brésil est semée d'îlots ronds, nus, au milieu desquels nous naviguons depuis 2 jours. On dirait des œufs bigarrés qu'un gigantesque oiseau a laissé choir, ou des fientes volcaniques, ou des sphinctéas de vautours. C'est curieux. Depuis 2 jours que nous sommes en vue des terres, aucun oiseau n'est venu à notre rencontre, ou se mettre dans notre sillage. Par contre, aujourd'hui, à l'aube, comme nous pénétrions dans la baie de Rio, un papillon, grand comme la main, est venu virevolter tout autour du paquebot. Il était noir et jaune, avec de grandes stries d'un bleu déteint. Tout le monde est sur le pont. Nous sommes au milieu des montagnes. Un phare s'éteint. On cherche le pain de sucre partout, et 10 personnes le découvrent à la fois dans 100 directions différentes, tant ces montagnes se ressemblent dans leur piriformité. Monsieur Lepart me montre une montagne qui se profile sur le ciel comme un cadavre étendu, et dont la silhouette ressemble beaucoup à celle de Napoléon sur son lit de mort. Je trouve qu'elle ressemble plutôt à Wagner, à Richard Wagner, bouffi d'orgueil ou envahi par la Grèce. Rio est maintenant tout près, et l'on distingue toutes les maisons sur la plage. Penché sur le bastingage, je contemple la végétation tropicale d'un îlot abandonné. Le grand soleil qui creuse la grande végétation. Une petite barque montée par 3 pêcheurs. Ces hommes au mouvement lent et méthodique qui travaillent, qui pêchent, qui attrapent du poisson, qui ne nous regardent même pas, tout à leur métier. On a hissé les pavillons. Le jaune pour demander la visite de la santé, le bleu pour demander la police, le rouge et blanc pour demander la douane, celui constellé des chargeurs réunis, et le bleu, blanc, rouge, et le brésilien. Il y en a encore 2 que je ne connais pas. Le soleil tape, un aigle tombe. On est enfin un quai rectiligne, moderne, armé de grues de Duisbourg. Des mouchoirs s'agitent, on se fait des signes. Blanc boubou, boubou blanc, m'a déjà oublié. Elle découvre dans la foule un long zigoto cuivré, très chic et indolent, que je crois bien avoir déjà rencontré à Paris. Elle est émue. C'est beau.
puis lui fait signe de retenir un porteur, lui fait comprendre par cri et par geste qu'elle a 5 malles de cabine et beaucoup d'autres bagages, des grands et des petits. Moi, je sais même tout ce qu'elle a dans ses malles, car je les lui ai bouclées ce matin alors qu'elle avait presque une crise de nerfs. Au revoir, Gosselette Gosseline. Elle passe maintenant la poupée au bras de son type, fin comme un chevreuil, inquiétant et attirant comme tout mélange princier de sang blanc et noir. Je songe au grand gris-gris créole qu'il porte dans sa culotte. Une voix monte du quai. Est-ce que monsieur Blaise de Sandrare est à bord? 12 chapeaux s'agitent, je débarque et l'on me photographie. 1 heure de taxi le long de la plage, vitesse, klaxon, présentation, rire, jeunes gens, Paris, Rio, Brésil, France, interview, présentation, rire. Nous allons jusqu'à la grotte de la presse, puis nous rentrons déjeuner en ville. Les plats ne sont pas encore servis que déjà les journaux parlent de moi et publient la photo de tout à l'heure. Bonne cuisine du pays, vin portugais et pinga. À 14h tapante, je suis à bord. Un jeune poète sympathique dégobille sur le pont. Je le ramène à terre où son compagnon dégobille à son tour. Les autres n'ont pu suivre. Je monte me plonger dans la piscine, tandis que le Formose appareille. Vive l'eau. Le soir tombe sur la côte américaine. Pas de poissons, pas d'oiseaux. Une chaîne continue de montagnes uniformes, toute recouverte d'une végétation luxuriante. La mer est unie, le ciel aussi. Je pense aux 2 amis que je me suis fait à bord et qui viennent de me quitter à Rio. Monsieur Lopa, agent de change à Bruxelles, gentil, charmant, qui me tenait tête à table, ou le soir au fumoir devant une bouteille de whisky. Et Boubou Blanc, Ban Boubou, la meilleure des copines avec qui je nageais des heures dans la piscine, matin et soir. À nous 3, nous faisions un groupe très gai qui pleurait aux larmes à force de rire. Nous avons embêté tous les Allemands à bord, scandalisé les fonctionnaires et militaires en mission. Je n'ai jamais autant ri depuis 10 ans, et ri durant 20 jours. J'étais malade de rire et a augmenté de 6 kilos. Au revoir, mes bons amis. À bientôt. Nous nous retrouverons à bord en rentrant en France, ou un autre jour, à Paris, ou à Bruxelles, ou ailleurs dans un train qui franchira les Andes, ou au bord de l'Emperus qui semblera vers l'Australie. Nous aurons toujours le même barbane, car le monde est bien petit pour d'aussi gais compagnons. À bientôt. À bientôt. Rien n'est admissible, sauf la vie, à condition de la réinventer chaque jour. Réinventer. Mythomane? Non, quel vilain mot. Un poète a tous les droits, y compris d'emmener son lecteur en bateau. Bon, certes, si un fin limier se penche sur le pédigré de l'aventurier Blaise, vérifie quelques dates et tente différents recoupements, se trouve confronté à un invraisemblable méli-mélo. Rien ne concorde. Tout est inexact dans une apparente vraisemblance flamboyante. Sandrare ment comme il écrit. Et alors? Certains précepteurs de la vie littéraire se bouchent le nez, se pincent les lèvres, baratineurs, bonimenteurs, bluffeurs, penouchons. Il s'agit d'art ici, pas de morale, encore moins de rapport de maréchaussée. La vérité est policière, disait son ami le photographe Robert Doisneau. Place au rêve, vive l'improvisation. Qu'importe que le train ne bouge pas d'un pouce en gare de Moscou, qu'importe que les portes des abattoirs de New York restent inexorablement fermées,
le filtre agit chaque fois. Entre les paumes du poète, enfin il n'y a plus qu'une seule, la moindre poussière devient galaxie. Exagérer n'est pas synonyme de mentir. Sandrard ne galège pas, il retouche. Qu'a-t-il jamais voulu faire de sa vie, de ses écrits, sinon brosser l'autoportrait idéal d'un bourlingueur mythique? Écrire. Toujours écrire. Débrouillez-vous avec mes énigmes, semble-t-il marmonner entre ses dents, messieurs les greffiers assermentés. Circulez, y a rien à voir. Balafré de songes et calciné d'azur, il se rêve contrebandier, charlatan, gangster, clown. Il s'enthousiasme de préférence pour les crapules et les escrocs. Il écrit « Devenir un coquin », ce n'est pas commode. Il est moins malaisé d'être honnête homme. Grand fabricant de crack devant l'éternel, il soutient Mordicus et contre toute vraisemblance avoir jonglé avec Charlie Chaplin dans un cirque londonien. Être allé faire les moissons au Québec sans avoir jamais mis les pieds au Canada, ni en Patagonie, ni même en Afrique. À l'exception d'une brève étape à Dakar. À Pékin, il confie avoir exercé le dur métier de garçon de chaufferie dans un hôtel international dont il aurait alimenté les chaudières avec de vieux numéros du Mercure de France. Il redoute les écoles, les cloîtres et les chapelles de pensée. À vrai dire, la véracité de ses propos importe peu en regard de la capacité à faire gamberger le lecteur. L'auteur lui-même a largement contribué à forger cette attitude ambivalente par sa célèbre réponse à Pierre Lazareff, qui était à l'époque directeur du journal France Soir, qui lui demandait en son temps s'il avait vraiment emprunté le transsibérien. La réponse fuse, telle une balle traçante. « Mais qu'est-ce que ça peut te faire du moment que tu l'as pris après m'avoir lu ?» Bluffé, Pierrot les bretelles? Le seul fait d'exister est un véritable bonheur. Écrire est une vue de l'esprit. C'est un travail ingrat qui mène à la solitude. Tu m'as dit, si tu m'écris, ne tape pas tout à la machine. Ajoute une ligne de ta main, un mot, un rien, pour pas grand-chose. Oui, 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 oui. Ma Remington est belle pourtant. Je l'aime beaucoup et travaille bien. Mon écriture est nette et claire. On voit très bien que c'est moi qui l'ai tapée. Il y a des blancs que je suis seul à savoir faire. Vois donc l'œil qu'à ma page. Et pourtant, pour te faire plaisir, j'ajoute à l'encre 2, 3 mots et une grosse tache d'encre pour que tu ne puisses pas les lire. Le suicide, on me l'a conseillé, mais j'y ai jamais pensé. Vieillesse. Voilà un mot qui résonne contre nature avec le patronyme de Blaise. Un peu comme confesse et diablesse, érotisme et monothéisme, Sandrard et politicard. D'ailleurs, 73 ans, est-ce un âge pour tourner le coin de la rue? Bien sûr, Laforgue, Corbière, Jarry, Rimbaud, Charles Cros, Guillaume Apollinaire, Federico García Lorca sont partis bien avant. Mais qu'est-ce que le nombre des années pour un démiurge? Que dire des amis de Simèse, de Pinceau,
Pablo Picasso, Henri Matisse, Georges Braque ou Auguste Renoir, qui tinrent leurs pinceaux magiques jusqu'au jour de leur mort, respectivement à 92, 85, 81, 78 ans. Sandra a vécu 9 vies, a ressuscité à lui-même à plusieurs occasions, ne s'est jamais économisé, sauvegardé, épargné sur tous les frontons de l'existence. Défenseur des déclassés, des désemparés, des minorités condamnées d'avance. C'était une boule de feu, disait de lui sa dernière compagne, Raymond. Le déclin venant, et sa troïka de tourments, de naufrages physiques, les lotissements célestes de Blaise se rétrécissent en peau de chagrin. Après Cannes, Chamonix, le Tremblay-sur-Mauldre, Sao Paulo, Buenos Aires, Hollywood, Villefranche-sur-Mer, Lausanne, le poète nomade a pour la première fois de sa vie une adresse fixe à Paris. Le poète, hélas, essoufflé, douloureux dans chaque arpent de sa couenne, au bout du rouleau. Le vieux gentleman qui paniquait les points cardinaux s'imagine maintenant poussé dans une petite voiture par une infirmière en robe sévère et au sein dur. À ses côtés vaque Raymond du Château, l'amour de sa vie. Une actrice rencontrée dès 1917 qu'il avait épousée en 1949 à Sigiswil, une commune bernoise. Rue Jean Dolent, sa vue est bouchée par le sinistre mur de la prison de la Santé. Santé, un comble! Santé, sobriété! Santé, immobilité! Sa main absente le fait toujours souffrir atrocement, jour et nuit. Aucune allusion pourtant à cette terrible douleur qui le suivra jusqu'à la mort, ni dans ses paroles, ni dans ses écrits. Vous avez dit stoïcisme? À Paris s'enchaînent 8 années de navigation inerte, celle qu'on s'invente, aux côtés de sa compagne, du chat légion et du chien wagon-lit. Ils se ressemblent, non? Au bord du lac Léman, un soir, une attaque cérébrale le paralyse. Tout s'est ralenti. La mobilité du poète s'apparente à celle d'une plante d'appartement. Il hait de toutes ses fibres cet état qui lui ressemble si peu. Chaque geste devient un supplice. Sandra a encore la force de publier un ultime opus d'épuisement, d'exténuation. Trop, c'est trop. Et à chaque fois, il faut que je rallume le DVD. Il dit, Sandra, écrire, écrire. Écrire, ce n'est pas vivre. Écrire, c'est peut-être survivre. Cette première attaque cérébrale sera bientôt suivie d'une seconde, dans la moiteur de l'été 1958, et qui le transforme soudain en homme-tronc. Clouée dans son fauteuil, Sandra est obligée de déménager une nouvelle fois pour un petit rez-de-chaussée triste et sombre, rue José María de Heredia. Un poète qu'il déteste en plus. C'est fini. Blaise est redevenu un tout petit enfant, intranquille. Ses points de dormeur recèlent encore des archipels d'insomnie.
Sa fille Myriam et la fidèle Raymond se relaient à son chevet. Même au bout de son viager, Sandrard n'est pas impatient de tout repos. La résignation, il ne connaît pas. Baisser pavillon, ce n'est pas son genre. Il n'est pas un modèle. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera jamais. Mu par un vague remords, celui de n'avoir pas rendu hommage à un grand homme, André Malraux, dès son accession à la tutelle des affaires culturelles, tient à lui remettre la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. Il se précipite ventre à terre à son domicile, où il prononce une courte allocution. Blaise l'écoute difficilement, absent. L'entend-il seulement? Depuis plusieurs années, personne ne s'était donc aperçu en haut lieu qu'un des plus grands poètes de la langue française s'éteignait en pleine solitude, comme un fanal dans la brume. La République reste et restera décidément toujours à la remorque de la poésie. Le 21 janvier 1961, victime d'une congestion cérébrale foudroyante, Frédéric Louis Sauser, dit Freddy, alias Blaise Sandrard, fidèle commentateur de la modernité en marche, prend définitivement le large. Myriam, sa fille, est présente, elle lui tient la main. La dépouille de Blaise Sandrard est portée jusqu'au cimetière des Batignolles. Il en est certainement reparti par les airs dès le lendemain pour poursuivre son éternel périple, qui le conduira au lieu qu'il s'était lui-même choisi, à la source même du monde, en pleine mer des Sargasses. Et épitaphe. Là-bas, gît Blaise Sandrard, par latitude 0, 2 ou 3 dixièmes sud, 1, 2, 3 douzaines de degrés, longitude ouest, dans le ventre d'un cachalot, dans un grand cuveau d'indigo. Tout le monde parle des couchers de soleil. Tous les voyageurs sont d'accord pour parler des couchers de soleil dans ces parages. Il y a plein de bouquins où on ne décrit que les couchers de soleil des tropiques. Ouais, c'est vrai, c'est splendide, mais je préfère de beaucoup les levées de soleil. L'aube, je n'en rate pas une. Je suis toujours sur le pont, à poil, et je suis toujours seul à les admirer. Mais je ne vais pas les décrire, les aubes. Je vais les garder pour moi tout seul. Je passe la plus grande partie de la nuit sur le pont. Les étoiles familières de nos latitudes penchent sur le ciel. L'étoile polaire descend de plus en plus sur l'horizon nord. Orion, ma constellation, est au zénith. La Voie lactée, comme une fente lumineuse, s'élargit chaque nuit. Le chariot est une petite brume. Le sud est de plus en plus noir devant nous. Et j'attends avec impatience l'apparition de la croix du Sud, à l'est. Pour me faire patienter, Vénus a doublé de grandeur et quintuplé d'éclat. Comme la lune, elle fait une traînée sur la mer. Cette nuit, j'ai vu tomber un bolide. Je me promène sur le pont, dans mon complet blanc acheté à Dakar. Au pied, j'ai mes espadrilles achetées à Villa Garcia. Je tiens à la main mon bonnet basque rapporté de Biarritz. Mes poches sont pleines de caporal ordinaire. De temps en temps, je flaire mon étui en bois de Russie. Je fais sonner des sous dans ma poche. Et une livre sterling en or. J'ai mon gros mouchoir calabrais
et des allumettes de cire, de ces grosses que l'on ne trouve qu'à Londres. Je suis propre, lavé, frotté, plus que le pont. Heureux comme un roi, riche comme un milliardaire, libre comme un homme. Vivez, oui, vivez, vivez donc, et qu'importe la suite, n'ayez pas de remords, vous n'êtes pas juge. En cendres se transmue ce que j'aime et possède. Tout ce que j'aime et que j'étreins se transmue aussitôt en cendres. Blaise, Sandra. До свидания! Спасибо.